Abaisser le thermostat bien sous les 20 degrés sans avoir froid, c'est selon les chercheurs tout à fait possible. La clé bambou, c'est notamment de chauffer de la façon la plus directe possible les corps, de jouer sur l'habillement, mais aussi de faire de l'utilisation de la chaleur un acte conscient et de cesser d'en déléguer la régulation. Baisser le chauffage et porter un col roulé, ce n'est pas si compliqué de lutter contre le réchauffement climatique, n'est-ce pas? Et pourtant Nathan, il va falloir qu'on parle d'un truc. Pouvoir baisser le chauffage est un privilège. L'hiver 2022, le gouvernement a exhorté les foyers à ne pas dépasser la température de 19 degrés dans un contexte de pénurie de gaz et de réchauffement climatique. Mais si 31% des consommateurs d'énergie se déclarent prêts à modifier leur comportement pour lutter contre le réchauffement climatique, 59% disent déjà faire attention à leur consommation d'énergie et ne pas être en mesure de faire davantage. Selon la littérature en sciences économiques, on a tendance à trouver une relation positive entre le niveau de revenu et la consommation d'énergie. En bref, les riches consomment plus et les pauvres souffrent de ce qu'on appelle la précarité énergétique. Depuis 2011, la loi française reconnaît la précarité énergétique comme une difficulté à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. À la suite du Grenelle de l'environnement en mars 2011, l'Observatoire national de la précarité énergétique, ou ONPE, a été créé. Il s'agit d'un outil de référence qui assure le suivi et l'analyse du phénomène de la précarité énergétique et des dispositifs existants pour lutter contre celle-ci. Il a pour but d'apporter des éléments d'aide à la décision pour les décideurs nationaux et l'ensemble des intéressés. L'ONPE propose deux approches complémentaires, celle de l'effort financier et celle plus subjective de la déclaration du froid. La première compare par différentes méthodes les dépenses d'énergie domestique des ménages à leurs ressources et propose des seuils pour évaluer si les dépenses sont soutenables ou non. La seconde analyse les raisons de l'inconfort thermique exprimé par les ménages et ne retient que celles qui font référence à la définition légale de la précarité énergétique. Environ 14,8% des ménages, soit 3,5 millions de personnes, ont souffert du froid dans leur logement pendant l'hiver 2005. Ça fait beaucoup, ça fait trop. La proportion de personnes ressentant le froid a augmenté entre 1996 et 2006, sans pour autant que les conditions climatiques soient la principale cause. Dans un contexte de hausse générale des prix de l'énergie, l'édition 2022 fait état d'une inquiétude croissante des ménages en 2021 au sujet de leur consommation d'énergie. Pendant l'hiver 2020-2021, ce n'est pas moins de 20% des ménages interrogés qui déclaraient avoir souffert du froid. Les statistiques nationales et les études menées sur les situations de précarité énergétique mettent en évidence des facteurs qui contribuent à l'inconfort thermique auprès des plus vulnérables. Les ménages modestes sont les plus exposés au froid car ils cumulent des contraintes financières et un habitat déperditif, entraînant de fortes dépenses d'énergie sans protéger du froid, ce qui place leurs occupants dans une situation de précarité énergétique extrême. La dimension économique et sociale est ainsi très déterminante en matière de précarité énergétique. De même, certains événements, comme une séparation ou une perte d'emploi, peuvent accentuer cette situation. Outre-Manche, la question de la précarité énergétique est née dans les années 70, sous le vocable de fuel poverty. Elle est le résultat de l'activisme des associations de défense des consommateurs et de protection de l'environnement qui ont dénoncé la surmortalité hivernale. Suite à la sortie d'un rapport de l'OMS sur la mortalité liée à un logement inadéquat, la professeure Christine Liddell estimait l'impact en Angleterre de la fuel poverty à 65 décès quotidiens, soit 7800 personnes par an. La question de la santé a donc été un levier fort et une des principales motivations des gouvernements anglais et irlandais à débloquer des fonds pour mettre en œuvre des programmes d'aide spécifiques auprès de cette population sur des territoires ciblés. La précarité énergétique est donc aussi à relier à des dépenses de santé. La relation entre froid et santé est bien établie. Une mauvaise qualité thermique des logements peut être responsable de températures intérieures basses et de problèmes d'humidité et de moisissure dans les pièces à vivre, entraînant notamment des maladies cardiovasculaires et respiratoires conduisant parfois au décès. D'autres recherches montrent également que la précarité énergétique impacte la santé physique mais aussi mentale et que les impacts sont particulièrement importants pour certains publics vulnérables. La précarité énergétique et plus largement les mauvaises conditions de logement ont un coût pour le système de santé. En 2004, le Royaume-Uni a lancé un système de Housing Health and Safety Rating System. Celui-ci a permis d'estimer les coûts financiers sur le système de santé induits par l'état de dégradation des logements. En parallèle, ont été évalués les coûts financiers nécessaires à la réhabilitation de cet habitat dégradé.
Ainsi, pour 100 000 logements, le coût de la précarité énergétique induit pour le système de santé a été estimé à 5,3 millions de livres, alors que le coût de la réhabilitation s'élèverait à 1,5 million de livres. Remédier à la précarité énergétique permettrait donc d'améliorer la santé et par opposition, ne pas la traiter présente un coût élevé pour le système de santé. Alors que faire ? La précarité énergétique est à mettre en relation avec la mauvaise qualité thermique du parc de logements français. En 2018, le nombre de passoires thermiques, c'est-à-dire ayant une étiquette F ou G, est estimé à 4,8 millions de résidences principales, soit 16,7% du parc. La lutte contre la précarité énergétique par le biais de la rénovation des logements est donc un chantier d'utilité publique. Et la première raison en est la lutte contre le réchauffement climatique, puisque les logements correctement rénovés permettent des économies d'énergie importantes tout en diminuant la consommation annuelle. Mais attention, les résultats des études montrent en effet que l'adoption de mesures d'efficacité énergétique dans les ménages entraîne une diminution de la consommation de gaz juste après l'adoption. Cependant, les économies d'énergie générées par l'installation de ces mesures techniques semblent ne pas durer dans le temps. Les économies d'énergie disparaissent 1 à 4 ans après leur adoption. Le manque de réduction de la consommation de gaz dans les segments les plus pauvres de la population montre tout particulièrement l'importance de prendre en compte les impacts hétérogènes de ces politiques publiques et la nécessité d'étudier davantage les mécanismes qui empêchent ces ménages de réaliser des économies d'énergie après l'adoption de ces mesures d'efficacité énergétique. Les résultats indiquent par ailleurs que les ménages les plus défavorisés ne réalisent pas les mêmes niveaux d'économie d'énergie après l'installation que les autres groupes. Ce qui souligne bien que si les mesures techniques d'efficacité énergétique entraînent des économies à court terme, il semble qu'une aide politique supplémentaire soit nécessaire pour obtenir des effets à long terme. Cependant, en France, malgré l'augmentation des politiques de rénovation énergétique depuis une dizaine d'années, la lutte contre les passoires thermiques se heurte à un manque de volonté politique. Stratégie purement incitative, manque d'accompagnement social et professionnel, aide publique favorisant les effets d'aubaine et les simples gestes de rénovation au lieu de déclencher des rénovations performantes, insuffisance des financements publics, obligation de rénover trop faible et trop tardive. En fin de compte, les citoyens et citoyennes les plus modestes sont les victimes non pas de la transition énergétique, mais du maintien du statu quo, de l'immobilisme, de l'absence de réelle politique de transition énergétique. Cette vidéo a été en grande partie inspirée par la vidéo que Nathan a sortie l'an dernier. Sans rancune, sa vidéo est très bien. Mais il ne faudrait pas oublier que la question climatique, bien loin d'être une simple question de baisser le thermostat et enfiler un col roulé, se révèle être un enjeu profondément lié aux inégalités économiques, sociales et de santé. Si l'idée de réduire sa consommation d'énergie peut sembler aisée pour certains, elle demeure un luxe pour d'autres. Les chiffres et les études dépeignent un tableau inquiétant. Des foyers qui luttent pour maintenir une température décente chez eux durant l'hiver, des ménages modestes contraints de choisir entre chauffer leur domicile ou payer d'autres factures essentielles. L'impact de la précarité énergétique s'étend bien au-delà du simple inconfort thermique. Les conséquences sur la santé physique et mentale, ainsi que le coût pour le système de santé en général, ne doivent pas être sous-estimés. La lutte contre la précarité énergétique est non seulement une question de responsabilité environnementale, mais également un impératif de justice sociale. Les politiques de rénovation énergétique sont essentielles, mais il est crucial de ne pas se focaliser uniquement sur les résultats à court terme. Les économies d'énergie générées par l'installation de mesures techniques d'efficacité énergétique peuvent être éphémères, nécessitant des mesures continues pour maintenir les bénéfices à long terme. Pourtant, les efforts politiques restent insuffisants pour répondre à cette problématique urgente. La rénovation des logements doit être soutenue par des politiques concertées et ciblées, favorisant les ménages vulnérables, accompagnées d'incitations financières et d'accompagnement social. Au-delà des chiffres, il est crucial de comprendre que derrière chaque statistique se cachent des vies et des familles touchées par des difficultés quotidiennes. La transition énergétique ne peut réussir que si elle intègre une vision inclusive, garantissant que personne ne soit laissé pour compte dans cette quête de durabilité.